Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée à notre chapitre Sommes-nous naturellement moraux, avec un petit changement de décor puisque je me suis rendu compte que eh bien de l'autre côté, côté bibliothèque, c'était un petit peu sombre avec un éclairage un peu jaunâtre et pas terrible qui ne flattait pas le teint de mon irradiant visage d'archange. Donc la suite du cours, eh bien on va parler cette fois de l'existence du mal. Mais avant, on va terminer la première partie du cours avec ce petit détour du côté de chez Kant. Alors, c'est parti, hop, je mets au point hop, ma lecture. On était donc rendu à ce deuxième point qui dit la pitié ne semble pas suffire, la morale construite par la raison. Faire appel au seul sentiment pour fonder le devoir, cela paraît risqué. Peut-on faire confiance au sentiment? La chasse aux sophistes par les philosophes est bien la preuve que chercher à persuader plutôt qu'à convaincre, autrement dit s'adresser plutôt au sentiment des autres qu'à leur raison, n'est pas une bonne chose. Vous avez dû le voir en français ou en littérature dans les années précédentes. On sait bien que entre persuader et convaincre, il y a une différence majeure qui est que quand vous cherchez à persuader quelqu'un de quelque chose, vous vous adressez en particulier à ses sentiments et que ça n'a rien de bien rationnel. Tandis que quand vous cherchez à convaincre la personne qui est en face de vous, c'est beaucoup plus intéressant et ça tient beaucoup plus la route, ce que vous allez dire, puisque vous allez vous adresser à la raison de cette personne. Donc ce petit détour par ce différentiel entre persuader et convaincre nous prouve que les sentiments ne peuvent pas toujours suffire, y compris peut-être dans l'élaboration d'une véritable et authentique morale. Kant affirme que le devoir doit provenir de nous-mêmes, de façon autonome. L'autonomie, on le rappelle, c'est la capacité de se donner à soi-même ses propres lois. Ces lois doivent être universelles et inflexibles. Le ciel étoilé au-dessus de moi, la loi morale en moi. Cette petite citation, elle est très intéressante parce qu'elle est de Kant. Et alors pour l'anecdote, pour la petite histoire, il faut savoir que Kant, après sa mort, a été enterré dans sa ville natale de Königsberg, en Allemagne, en Prusse à l'époque, une ville qu'il n'a jamais vraiment quittée de sa vie. Et Kant a fait graver sur sa tombe, voilà, si un jour vous êtes de passage dans cette région de l'Allemagne et que vous êtes de passage dans cette ville de Königsberg, vous pourrez aller au cimetière de Königsberg et voir sur la tombe de Kant graver cette inscription, le ciel étoilé au-dessus de moi, la loi morale en moi. Que veut dire Kant à travers ça? Eh bien, il veut dire que nous sommes tous, nous, êtres humains, équipés du même potentiel de raison. Nous sommes tous équipés du même potentiel pour savoir, comprendre les choses. Et pourquoi en sommes-nous équipés? Eh bien, parce que nous sommes équipés des mêmes sens. Nous voyons tous les mêmes couleurs, nous entendons tous les mêmes sons, nous avons tous le même appareil perceptif, et comme toutes les informations passent par cet appareil perceptif, à part les gens qui sont handicapés et qui perçoivent les choses de façon un peu différente, eh bien, pour la plupart d'entre nous, pour une écrasante majorité des êtres humains, nous ressentons et nous percevons les choses de la même façon. Et la raison est égale, c'est-à-dire que nous sommes tous capables d'effectuer les mêmes opérations de la raison. Je vais fermer un peu le rideau, hop, parce que, voilà, un petit peu trop de luminosité cette fois. Il n'y en avait pas assez avant, il y en a trop cette fois. Voilà. Et donc, comme nous sommes équipés eh bien, de cette même raison, de cette même capacité à penser, à réfléchir, à faire des raisonnements, 2 plus 2 égale 4, nous sommes tous capables de nous en rendre compte, nous sommes tous capables de nous en apercevoir, nous sommes tous capables de faire cette simple opération mathématique, c'est un simple exemple évidemment, et bien pour Kant, nous sommes tous équipés de cette même raison, donc nous sommes capables de nous donner des lois de façon autonome par nous-mêmes et exactement de la même façon, puisque la raison est la chose au monde la mieux partagée par tous. Cette phrase-là, la raison est la chose au monde la mieux partagée par tous, elle n'est pas de Kant, elle est de Descartes, on l'avait déjà vu en cours, et Kant donne entièrement raison à Descartes là-dessus. Nous pensons, nous réfléchissons tous de la même façon. Nous avons le cerveau fait de la même façon, nous avons les sens faits de la même façon. Nous sommes tous faits pareil à l'intérieur, donc nous sommes capables, chacun d'entre nous, malgré souvent des cultures qui sont différentes, malgré des environnements et des éducations qui sont différentes, eh bien, nous sommes capables d'opérer ces opérations à l'intérieur de notre cerveau. Donc voilà pourquoi les lois se devraient d'être universelles. De la même façon que nous sommes tous capables de comprendre de la même façon les astres et les étoiles qui tournent au-dessus de nous, c'est de la physique, c'est de l'astrophysique, eh bien, nous sommes capables d'avoir et d'élaborer, de mettre au point les mêmes lois. Le ciel étoilé au-dessus de moi suit toujours le même parcours et nous sommes capables d'en faire des lois. Eh bien, la liberté, la morale, c'est la même chose. Comme nous avons tous la même raison, nous sommes capables tous d'en venir aux mêmes lois et d'avoir les mêmes raisonnements sur la morale. Voilà pourquoi
Kant dit « le ciel étoilé au-dessus de moi, la loi morale en moi ». C'est une phrase très importante, et tellement importante, effectivement, puisque Kant l'a carrément fait graver sur sa pierre tombale. Mais cette autonomie, cette capacité de se donner des lois, ne peut se faire par le sentiment. Nous avons tous des préférences, des inclinations, qui ne viennent de rien de rationnel. Si nous restons prisonniers de cette subjectivité, nous ne serons jamais objectivement justes. Donc si on se fie uniquement à nos propres sentiments, jamais nous ne pourrons mettre au point des lois. Par contre, si nous nous fions à notre cerveau, et nous avons tous le même, nous sommes tous équipés du même, eh bien nous sommes capables de mettre en place des lois raisonnables et rationnelles. À noter donc, je fais un petit récapitulatif, pour Kant, nous sommes libres d'agir moralement. Le devoir est une chose entièrement libre puisqu'il fait appel à une capacité qui existe en nous et qui s'appelle la raison, et qui est fichue de la même façon chez tout le monde. Si je me sers de la raison, alors je me libère des contraintes qui sont celles de mes sentiments, de mes préférences, de mes intérêts personnels. C'est le principe de la volonté bonne. Retenez-le, stabilotez-le, ça c'est important. La volonté bonne, c'est ça, c'est une volonté qui est autonome et qui est totalement absente des sentiments. Les sentiments n'ont plus cours là-dedans. C'est pour ça aussi, par exemple, que à la vengeance, il faudra toujours préférer la justice. Vengeance et justice, ce n'est pas du tout la même chose. Hegel aussi en parle très bien. La vengeance, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait de m'être fait agresser, d'avoir subi quelque chose et de vouloir rendre la monnaie de sa pièce à la personne qui m'a fait ça. Le problème, c'est qu'on sait très bien que quand on se venge, les sentiments personnels viennent interférer. Par conséquent, quand je me venge de quelqu'un qui m'a fait du mal, je vais avoir tendance à lui faire un petit peu plus de mal, à être un petit peu plus cruel dans ma vengeance, parce que je ne lui rends pas seulement la monnaie de sa pièce, mais je lui rends aussi les intérêts. J'ai souffert, à toi de souffrir, et tu mérites de souffrir encore plus que moi. Et ça mène à une sorte d'escalade. Ça c'est la vengeance. Quand vous faites confiance à la justice, c'est différent. La justice, c'est demander à une instance extérieure de régler le problème, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas accès à vos propres sentiments. Si on devait se venger soi-même, le monde deviendrait une véritable tuerie perpétuelle. On peut prendre un exemple qui est un peu encore d'actualité, le fameux procès de Jonathan Daval. La justice française a fait son œuvre. Imaginez ce qui serait passé si c'était la famille d'Alexia qui avait réglé son compte à Jonathan Daval. Il y a peu de chances pour que ce jeune homme soit encore en vie. Encore que les sentiments étaient très... justement, hein, c'est ça aussi qui fait que le jeu était faussé dès le départ, puisqu'il y avait quand même des sentiments un peu excessifs de la part de cette famille. Ils aimaient très fort Jonathan. Donc comment faire pour faire justice soi-même ? Eh bien, on détache le jugement, qui est celui de la famille, et on le fait porter par des avocats, des légistes, et puis aussi un jury populaire qui n'a pas à faire entrer en ligne de compte les propres sentiments de la famille de la victime. Voilà, c'est ce qui doit se faire toujours. Et c'est pour ça aussi que certains procès ont été énormément décriés. Je vous parlais l'autre jour du procès de Adolf Eichmann, criminel de guerre nazi. Ce procès a été un petit peu contesté par certaines personnes dans la mesure où tous les membres du tribunal étaient juifs. Certains avaient de la famille qui avait été déportée dans les camps d'extermination. Le jury était lui aussi juif. Et puis, le procès se passait à Jérusalem, en Israël. Donc, forcément, il y avait un conditionnement. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus juste que Adolf Eichmann soit mis devant un tribunal qui aurait compté des juifs, mais aussi des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, que sais-je encore. Bref, pas forcément des gens qui étaient en ligne de mire principale du nazisme de façon immédiate. Donc certains procès sont un petit peu contestés de cette façon-là, puisque les sentiments personnels n'ont pas à rentrer en ligne de compte dans la justice qui doit toujours systématiquement être impartiale. Alors, toc toc toc. Voilà, si je me sers de la raison, alors je me libère des contraintes qui sont celles de mes sentiments, de mes préférences, de mes intérêts personnels, je l'ai déjà dit. C'est le principe de la volonté, je l'ai déjà dit aussi. Or, comme la raison est la chose au monde la mieux partagée, je vous l'ai dit tout à l'heure, selon Descartes, le devoir moral est chez Kant à la fois libre, car décidé, et à la fois universel, car décidé par la raison qui est présente chez chacun et qui est, en principe, égale chez chacun. Pardon, excusez-moi. Il faut donc se méfier de la pitié, car elle nous égare dans des sentiments singuliers ou particuliers. Et là, on aborde un nouveau repère, à noter dans le répertoire, c'est le repère philosophique universel, général, particulier, singulier. Ce repère, c'est le petit travail que je vous demande de faire aujourd'hui, c'est pas énorme. Je vous demande d'aller voir, alors, il est possible qu'il soit dans votre manuel, pourquoi pas. Il est possible aussi que vous trouviez des renseignements sur Internet, en particulier sur le site de l'Académie de Grenoble qui est très bien fait là-dessus. Bref, allez chercher cette définition quadruple de universel, général, particulier, singulier.
Le seul motif d'action pour bien agir, donc, se situe dans la raison, selon Kant et certains autres contempteurs de cette raison qui doit être seul et unique juge. On va passer à la deuxième grande partie du cours qui pose une nouvelle question. Si on peut agir toujours bien, pourquoi le mal existe-t-il? Le problème, la question du mal est très importante et elle revient depuis que l'homme est homme finalement, depuis que nous existons et que nous constatons effectivement qu'il y a dans le monde toujours des situations injustes, que certains font le mal, qu'il y a des situations qui sont particulièrement révoltantes. Pourquoi est-ce que tout ça existe si il était aussi simple que ça de faire le bien? Si on faisait toujours le bien, bah voilà, ce serait formidable, on vivrait dans le monde des bisounours et tout irait bien pour nous. Ce n'est pas le cas, le mal existe. L'existence du mal radical, c'est le premier aspect. Pour certains, effectivement, le mal est une radicalité, le mal est absolu. Et on va voir notamment le point de vue d'une secte chrétienne du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui était la secte des manichéens. Le terme manichéen doit forcément vous dire quelque chose. L'enfer est pavé de bonnes intentions, dit le dicton. Il est vrai qu'une action qui se veut morale peut très bien déboucher sur des conséquences catastrophiques. On le sait, quelqu'un qui veut faire le bien et puis qui finit par faire le mal, ça arrive tout le temps, ça arrive tous les jours. Est-ce que la personne se trompe? Oui, c'est le cas selon Platon. Pourquoi elle se trompe? Comment ça se passe? Bref. Dans ce cas, cela accrédite la thèse de Platon, selon qui nul n'est méchant volontairement. Voir le cours sur la conscience morale. S'il y a du mal, ce serait donc une erreur d'interprétation de ce que nous dit la morale. Jusqu'ici, c'est des choses qu'on a vues. La méconnaissance du mal serait faussée par une erreur d'appréciation. Une secte chrétienne est apparue au IIIe siècle après Jésus-Christ, les manichéens, avec à leur tête le prophète Mani, qui porte le nom d'un mammouth dans l'âge de glace, c'est comme ça. Mani, ce prophète affirmait que le bien et le mal sont deux entités. Cette fois, on n'est plus sur une erreur de jugement, sur une erreur d'appréciation, mais on est bien sur le bien avec un grand B, le mal avec un grand M, qui sont effectivement deux entités, deux représentations humanisées de ces deux valeurs. Des entités qui résident dans des royaumes séparés, les ténèbres et la lumière, et que ces deux royaumes mènent des guerres et la terre et leur champ de bataille. Battlefield Earth, c'est assez marrant parce que figurez-vous que cette idée de champ de bataille de notre planète comme un champ de bataille entre les entités du bien et du mal, on retrouve ça, je le dis un petit peu plus loin, dans les principes de la secte de scientologie aux États-Unis. Et il se trouve que l'acteur John Travolta, qui est un scientologue, qui fait partie de cette secte en quelque sorte, on appelle ça une église aux États-Unis, nous on voit plutôt ça comme une secte. John Travolta a produit un film qui s'appelle justement Battlefield Earth, c'est un film pas terrible, qui est sorti il y a une vingtaine d'années à peu près, et c'est une espèce de Star Wars, mais qui vise à diffuser dans le monde les idées de la scientologie. C'est le cas aussi un petit peu, vous avez des idées scientologiques dans le monde de Narnia, mais dans Battlefield Earth, là c'est clairement inspiré par les principes de la scientologie. On y voit des espèces d'extraterrestres qui se battent au-dessus de notre planète et le bien et le mal qui se livrent des combats. On est encore dans le manichéisme, hein, c'est-à-dire que l'église de scientologie aux États-Unis, dont font partie Travolta et Tom Cruise par exemple, sont directement inspirés de la secte manichéenne et de Mani. La secte a disparu, oh là là, grosse faute, la secte a disparu, pas UE, la secte a disparu, donc enlevez-moi ce vilain E, désolé pour l'erreur, mais ces idées existent toujours. Par exemple, pour la secte de scientologie, dont font partie des gens comme Tom Cruise ou John Travolta, je l'ai dit, la Terre est un champ de bataille où s'affrontent les puissances du mal et du bien, l'empire de la lumière et celui des ténèbres. Bref, exactement ce que racontent les manichéens au début de notre ère. La littérature et le cinéma hollywoodien ont aussi hérité de ces idées. Prenez les grandes sagas du cinéma, Star Wars, Harry Potter, Marvel ou le Seigneur des Anneaux, nous racontent tous la même histoire. Les méchants très méchants d'un côté, les gentils très gentils de l'autre, et les batailles à n'en plus finir pour que triomphe le bien. C'est toujours un peu le même scénario, les gentils très gentils, les méchants très méchants. À l'époque du Seigneur des Anneaux, par exemple, qui a été écrit par Tolkien, clairement, les méchants, on ne sait pas pourquoi ils sont méchants. C'est leur essence, c'est comme ça. Ils sont nés méchants, ils seront méchants toute leur vie jusqu'à ce que le bien triomphe, ou là où ils mourront. Pareil, par exemple, dans Star Wars, avec le personnage de l'empereur, on ne sait pas bien pourquoi il est méchant, mais enfin, il est très méchant. Dark Vador, c'est un petit peu différent, puisque lui, on comprend avec la première trilogie que, en fait, voilà, il a été influencé justement par l'empereur et qu'il a basculé, mais il peut revenir, du moins il revient du bon côté, mais un petit peu tard. Ou Harry Potter. Dans Harry Potter, qui est une saga beaucoup plus récente, on se rend compte que le grand méchant, Voldemort, lui aussi a un passé qui peut expliquer pourquoi il est devenu aussi horrible. On verra dans les créatures fantastiques comment ça se passe pour Grindelwald. Mais voilà, les sagas plus récentes nous montrent moins, c'est le cas d'Harry Potter, nous montrent moins des méchants qui sont méchants parce que c'est leur essence. Il y a toujours
une raison qui ne pardonne pas évidemment leur méchanceté, mais qui fait qu'on peut comprendre pourquoi c'est des salauds. Ce sont d'abord des gens extrêmement malheureux. Le point commun de toutes ces approches, c'est que le bien, avec un grand B, et le mal sont vus comme des entités à part entière. Clairement, Harry Potter, le mal, c'est Voldemort. Star Wars, le mal, c'est l'empereur. Dans Le Seigneur des Anneaux, le mal, c'est, vous allez me dire, parce que j'ai pas trop suivi Le Seigneur des Anneaux, non pas Le Silence des Agneaux. Voilà, je sais plus, c'est les gens du Mordor, c'est ça. Enfin, je connais très mal le Seigneur des Anneaux, il faudrait que mes enfants soient là, ils connaissent beaucoup mieux que moi. Bref, voilà, on personnifie le bien et le mal à travers ces sagas, et en fait, c'est un héritage plus ou moins lointain de ce fameux manichéisme. D'ailleurs, quand on voit ces films hollywoodiens où le méchant est très méchant, on dit toujours oh, c'est un petit peu manichéen quand même, c'est-à-dire que voilà, il n'y a aucune chance de rédemption. C'est toujours pareil, c'est le bien et le mal, c'est le sombre et le clair qui s'affrontent, sans qu'il y ait de changement finalement dans tout ça. Et bien cet adjectif un peu péjoratif qui est manichéen vient de cette fameuse secte chrétienne manichéenne. C'est que le bien et le mal sont vus comme des entités à part entière, des personnages particuliers qui sont porteurs de valeurs absolues. Donc bien et mal comme valeur absolue, on a aujourd'hui effectivement avec la littérature et le cinéma cet exemple du bien et du mal vus comme des valeurs absolues, comme des valeurs totales. Je voulais juste, si vous voulez vous renseigner un petit peu là-dessus, il y a un excellent bouquin qui est disponible au CDI, on le voit bien, voilà. C'est un bouquin qui a été écrit par un agrégé de philo qui s'appelle Gilles Verviche. Et ça s'appelle Star Wars, la philo contre-attaque. Il est au CDI, donc pourquoi pas avant les vacances l'emprunter ou vous le faire offrir à Noël. Il coûte pas très cher, il coûte 8,90 €. S'il y a parmi vous des fans de Star Wars, je vous assure que c'est un super cours de philo, très bien expliqué en rapport avec Star Wars. Et si vous connaissez pas trop Star Wars, si vous n'êtes pas des super fans, c'est pas grave. C'est vraiment très très bien expliqué. Ce Star Wars, la philo contre-attaque, la saga décryptée, ça peut vous faire une lecture à la fois agréable, sympa, et en même temps très instructive sur les grandes tendances de la philosophie qui sont ramenées à Star Wars. Et effectivement, quand George Lucas avait été interviewé sur les influences de Star Wars, on y trouve un certain nombre de philosophies que lui-même a aimé, a étudié, comme le taoïsme, etc., philosophie orientale. Donc voilà, pourquoi pas lire ou vous faire offrir ce bouquin, pas cher, sympa, bien vu, et ça vous fera une lecture philosophique pour préparer le bac. Il reste... ouais, on est à plus de 17 minutes, donc on va arrêter là, on reprend pour la prochaine vidéo, à très bientôt.